Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur, ravi de vous retrouver. Voici le programme du jour. On va commencer par notre focus. En l'espace de quelques mois, Mistral s'est imposé dans le paysage de l'intelligence artificielle grâce à son dirigeant. Vous allez le voir, un jeune entrepreneur atypique et souvent qualifié de génie. On découvre son portrait dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour. Ravi de vous retrouver aussi. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui? On va parler du mois européen de la cybersécurité. On voit ça dans un instant avec vous. Et puis c'est notre grande question du jour entre les vidéos YouTube, les jeux vidéo comme Roblox et les réseaux sociaux. Les jeunes, vous le savez, passent des heures en ligne sans parfois que l'on comprenne vraiment ce qu'ils y font. Alors comment cet espace est-il devenu à la fois un lieu de divertissement, de socialisation, mais aussi d'exploitation de leur attention? On va en parler avec notre invité aujourd'hui, David Julien Ramil. Bonjour. Bonjour. Soyez bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes journaliste pour l'ADN et auteur de ce livre, L'Internet des enfants. On va en parler avec vous dans un instant si vous voulez bien. D'abord, on regarde le focus. Il a lancé ce que certains appellent déjà le ChatGPT français. Il a même pour objectif de dépasser les performances de la plateforme américaine. En quelques mois, il est passé d'un simple employé de chez Google à l'un des entrepreneurs les plus prometteurs d'Europe. Focus aujourd'hui sur Arthur Mensch avec Jean Martineau. Nous, on aimerait beaucoup faire émerger un champion européen. On a un sujet de régulation, on pense qu'il faut réguler, mais on pense qu'aujourd'hui, en l'état des discussions au Parlement européen, la régulation qui est faite a un risque fort de gêner l'innovation, et on aimerait savoir comment ça peut évoluer dans le bon sens. Sûr de lui et entreprenant face à Emmanuel Macron, à 31 ans, Arthur Mensch est le visage de l'intelligence artificielle française. Diplômé de Polytechnique et de Télécom Paris, Arthur Mensch brûle les étapes de l'entrepreneuriat. Après un court passage chez DeepMind, l'entreprise spécialisée dans l'IA appartenant à Google, il se lance dans le projet de sa vie. Lui et deux confrères fondent Mistral AI, une entreprise dans le développement de l'intelligence artificielle. Une nouvelle fois, c'est mission réussie pour le jeune trentenaire. Après seulement 8 mois et 2 levées de fonds, l'entreprise est valorisée à près de 2 milliards d'euros. Le Parisien est devenu au fil du temps un des porte-parole de l'intelligence artificielle dans le monde. Que ce soit en français ou en anglais, il est invité sur différents plateaux et conférences afin de répondre aux interrogations autour du sujet. Je vous entends, je me dis qu'on demande peut-être trop de choses à l'IA en même temps. Elle sait aussi faire le café, elle sait tout faire. Alors elle ne sait pas tout faire, elle sait très bien lire de grandes quantités de texte à une vitesse beaucoup plus grande que ce que peut faire un humain. Elle sait générer du texte dans un ensemble sur un nombre de sujets qui est beaucoup plus grand que ce qu'un seul humain peut faire. Donc ça permet sur certains sujets de passer à une échelle largement superhumaine. Grâce à son dévouement et son savoir, Arthur Mensch démontre que l'Europe aussi a son mot à dire et que l'accélérateur de créativité ne se trouve pas uniquement dans la Silicon Valley. Allez, on va continuer à parler numérique, mais du côté des enfants maintenant. Effectivement, voilà un monde parallèle que beaucoup d'entre nous, adultes, ignorent, parce qu'entre les jeux, les vidéos et les réseaux sociaux, cet Internet des enfants dont on va parler, créé et consommé par les moins de 13 ans, regorge d'opportunités, ça oui, mais aussi de dangers. Et justement, c'est au programme de la première partie du talk. Et donc aujourd'hui à nos côtés pour en parler, David Julien Ramil. Vous êtes donc l'auteur de ce livre, L'Internet des enfants. Et dans votre ouvrage, vous mentionnez que les enfants, ils ont créé une sorte de cours de récréation virtuelle sur Internet. Ça, c'est la première chose qui m'a interpellée parmi tant d'autres dans votre livre. Mais je voulais commencer par là. Elle ressemble à quoi pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu votre livre, cette cour de récréation virtuelle? Alors, moi, j'aime bien la comparer au pays des jouets dans le conte de Pinocchio, c'est-à-dire un endroit qui fourmille de jeux, de loisirs, d'amusement, qui comporte aussi son côté sombre, parce que forcément, à la fin, on sait ce que deviennent ces enfants dans le conte, ils deviennent des ânes, pas forcément des idiots, mais plutôt des bêtes de somme, ouais. des êtres qui se font exploiter. Et je trouvais que cette comparaison était assez frappante. La cour de récré virtuelle des enfants, c'est comme une cour de récré normale finalement. C'est un endroit où ils vont trouver
de quoi s'amuser, de quoi rigoler, de quoi même se faire peur, avec vraiment une espèce de culture tournée souvent autour de l'horrifique d'ailleurs qui se crée. Ils jouent énormément, hein. On a des plateformes de jeux gigantesques, Fortnite, Roblox parmi les premières qui assurent vraiment ce rôle-là. Même avant, dans les années 90-2000, on avait déjà ces premières plateformes qui existaient déjà, qui permettaient déjà aux enfants de se connecter entre eux et de jouer, de s'amuser entre eux. Ils se socialisent, ils se draguent, ils flirtent et ils se harcèlent aussi. Donc, voilà, il y a tous les aspects de la cour de récréation. Normalement, une cour de récréation, elle est censée être un minimum surveillée par les enseignants, par des pions. Quelle est la différence avec le monde réel ? C'est que là, la surveillance, elle n'est pas très très forte. Il n'y a pas vraiment d'adultes dans la place. Il y a, on va dire, des règles qui sont communes à celles de n'importe quel usage du web, donc des règles de modération éventuellement, mais qui sont quand même relativement effacées, secondaires. Il y a aussi des règles algorithmiques, c'est-à-dire des règles de présentation de contenu auquel on est soumis. Les enfants ont un contenu qui en général est relativement différent de celui des adultes. Je suis pas sûr que vous ayez regardé Skibidi Toilette en entier sur YouTube. Non. Il y a une web série qui a atteint plusieurs milliards de vues et qui est fabriquée à partir d'un moteur de jeux vidéo. Les enfants, eux, sont fans de ce truc-là. Donc souvent, ils ont des activités et des contenus qui nous passent un peu sous le nez. On ne voit pas vraiment ce qui se passe. C'est en ça que la cour de récréation virtuelle des enfants est différente de celle des adultes. C'est ça. C'est une question de contenu aussi. En fait, c'est une question de contenu et aussi, comment dire, on partage en fait la même cour. C'est ça qui est assez intéressant. C'est que nous, on est sur les mêmes outils, les mêmes plateformes. Il y a autant d'adultes que d'enfants sur Snapchat, par exemple. TikTok, qui au début était extrêmement utilisé par les jeunes et les enfants, maintenant est de plus en plus utilisé par les adultes, même des adultes comme moi de 40 ans qui trouvent un contenu absolument incroyable dessus. Donc on partage vraiment les mêmes endroits, mais les algorithmes ne distribuent pas le contenu de la même manière, et donc les centres d'intérêt, les vidéos et même les loisirs et les activités que les enfants peuvent faire ne sont absolument pas les mêmes que les adultes. Donc on a les mêmes contraintes, les mêmes règles et aussi parfois les mêmes billets qui sont utilisés. On sait que les plateformes comme TikTok par exemple ont un côté un petit peu addictif, obsessionnel, on a envie de scroller continuellement. Nous en tant qu'adultes, même si des fois c'est pas facile, on peut faire face à cette déferlante. Pour les enfants, ils sont beaucoup moins armés que nous, et pourtant c'est exactement les mêmes règles qui s'appliquent. Et tout ça est très intéressant parce que vous parlez aussi justement dans votre livre des comptines colorées, notamment de YouTube Kids, des jeux comme Roblox, on en a parlé, de plateformes comme Discord. Pourquoi ces environnements, ils sont justement si attrayants pour les enfants ? C'est une histoire de couleurs, de sons, de captation de leur attention que ces plateformes arrivent à mettre en œuvre ? Alors, oui, honnêtement, je pense qu'il y a eu vraiment une évolution qui s'est faite au fur et à mesure des ans dans la manière dont on voulait produire du contenu et des espaces numériques pour les enfants. Je voudrais revenir un petit peu en arrière parce que je trouve que c'était intéressant d'avoir cette perspective historique. Les tout premiers portails web pour enfants, ils avaient été mis en place par la chaîne Nickelodeon et par Yahoo, qui avait mis en place Yahooligan, donc qui était une plateforme incroyable gérée par des gens spécialisés dans l'éducation, qui donnait du contenu, des petits jeux et un espace un peu sécurisé comme ça pour les enfants. Parce que c'était éducatif, il faut qu'on le rappelle. Voilà, et parce que dans les années 90, il y avait cette idée qui était très forte que le web apportait la connaissance, le savoir, permettait vraiment une sorte d'empowerment même des enfants. On connectait les écoles, hein. C'était vraiment comme ça que les enfants sont arrivés sur Internet, on a connecté les écoles. Et puis au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les enfants, ce qu'ils aimaient bien faire, c'était surtout participer à des petits jeux, et surtout à plusieurs. Donc il y a eu très rapidement des premières plateformes de jeux qui utilisaient la technologie Flash qui sont arrivées. C'était les premières cours de récré. Voilà. Donc, il y avait Club Pingouin, il y avait Neopets notamment, qui a vraiment beaucoup fonctionné. Et puis, l'industrie du jeu vidéo et l'industrie numérique des plateformes sociales et des plateformes vidéo s'est développée. On continuait à prendre en compte le fait que les enfants étaient là et leur ont donné donc du coup du contenu et l'ont vraiment façonné pour que ça puisse les attirer au maximum. Donc maintenant, chaque âge a son contenu et sa plateforme qui leur est dédiée. Les bébés peuvent... même sont mis souvent devant YouTube Kids par exemple, et donc ils ont une profusion, mais vraiment
sans limite, sans fin de dessins animés qui sont pas forcément de très bonne qualité. En vrai, quand on les regarde, il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est des espèces de comptines où on leur apprend vaguement à reconnaître des couleurs ou à compter jusqu'à 5 ou 10. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, c'est présenté non pas sous forme d'épisodes qui sont divisés par histoire, mais sous forme de compilation séparées par durée. On leur donne 45 minutes de pas de patrouille, on leur donne 1h30 de dessins animés comme ça. Et ça fait ça fait l'effet de nounou, quoi. Finalement, on donne un écran et un dessin animé à un enfant. C'est ça qui fait que c'est dangereux. Voilà, il y a un côté où on pense qu'il y a un aspect éducatif, et intéressant pour les enfants, et finalement, on se retrouve devant un dessin animé qui est certes très très beau, mais un petit peu vide. Et puis, pour les plus âgés, on peut parler évidemment des plateformes Roblox. Elles apportent quelque chose qui est, je trouve, intéressant, c'est l'envie de construire des choses, de jouer un peu au Lego numérique, de fabriquer ses premiers jeux vidéo, de mettre la main à la pâte, parce que le jeu vidéo est vraiment central pour les enfants aujourd'hui, et pouvoir permettre aux enfants de créer leur propre jeu vidéo, ou même leur propre vidéo à partir de leur jeu vidéo. Ça répond à ces besoins-là, quoi. Ça, c'est intéressant. Vous dites que, et vous le soulignez dans votre livre, que les jeunes ne sont plus seulement des consommateurs, mais maintenant ils sont devenus effectivement des créateurs de contenu. Quel contenu, vous nous parlez des jeux vidéo, mais quels autres contenus ils créent, en quoi ça aussi, ça peut impacter leur développement, leur sociabilisation Là aussi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que c'est pas vraiment quelque chose qui est récent. À l'époque de ces plateformes Flash dont je vous parlais, les enfants étaient déjà, on va dire, acteurs, créateurs sur ces plateformes-là. Ils créaient des sites web, ils créaient des forums, ils animaient des communautés. Des blogs, voilà. À l'époque. Et même, il y avait les skyblogs, effectivement, mais il y a aussi des ados, des enfants qui ont développé leurs premières compétences en HTML, par exemple, à l'époque où on pouvait encore bidouiller le code et fabriquer son propre espace numérique. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce que le design web est fait de telle manière qu'on ne peut plus vraiment y toucher, mais il y a d'autres façons de créer et de créer du contenu. Et le jeu vidéo, à mon sens, est l'un des vecteurs les plus importants. Roblox, c'est une plateforme de jeu qui contient des millions et des millions d'expériences. On n'appelle pas vraiment ça des jeux vidéo, mais des expériences. Donc ça peut être des jeux complets, mais aussi parfois des diadoramas en 3 dimensions, des petites animations. Et tout ça est créé grâce aux moteurs, aux outils offerts par la plateforme aux enfants. Donc les enfants peuvent s'amuser à devenir des créateurs de jeux vidéo. Et puis, ils ont choper ce réflexe maintenant qui consiste à filmer leur partie de jeux vidéo. Beaucoup d'enfants, même à partir de 8 ou 9 ans, font comme les grands finalement, ils font comme leur influenceur préféré. C'est-à-dire que dès qu'ils vont se mettre à faire une partie de Fortnite, ils vont la filmer, il suffit juste d'appuyer sur un bouton et le tout est capturé sur le disque dur. C'est balancé immédiatement sur YouTube et on peut voir le bon côté des choses. Ça leur permet de développer leur sens du montage quand ils veulent faire quelque chose d'un petit peu plus construit. C'est sûr, ils développent des compétences. Voilà. Ils ont du graphisme pour faire une miniature, etc. Mais ils rentrent aussi dans un système où il faut accumuler de la vue, il faut avoir plus d'abonnés. Éventuellement, l'idée derrière, c'est de faire comme les grands, donc c'est-à-dire de pouvoir en vivre. Et je trouve que c'est quand même bien un petit peu de parfois freiner un peu quand on a 9 ans. C'est pas vraiment ça sur quoi il faut se concentrer. Voilà. Et c'est justement l'objet du reste des pages de votre livre et justement l'objet de notre deuxième partie du talk. Merci beaucoup en tout cas David Julien. On va continuer à en parler avec vous si vous voulez bien dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, David Julien Ramil. David Julien, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, octobre, c'est ce mois-ci et octobre rose, c'est aussi le mois de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et ce depuis 31 ans. C'est important, mais c'est aussi en octobre le mois de la cybersécurité et c'est ce dont vous allez nous parler aujourd'hui. Oui, effectivement, et c'est une initiative européenne qui date depuis 2012 et qui a été organisée la première fois par l'ENISA, qui est l'agence de la sécurité européenne. Et c'est finalement le sort de gendarme de la cybersécurité et ça permet de faire la promotion de la cybersécurité dans tous les États membres. L'objectif est de comprendre les menaces et de mieux les appréhender. Et en France, c'est piloté par la cybermalveillance.gouv.fr qui a décliné ça en cybermois. Alors justement, c'est l'occasion de rappeler peut-être ce que c'est que cybermalveillance.gouv.fr. Oui, c'est un GIP qui a été créé en 2017 et qui a pour objectif de porter assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Alors je peux vous donner quelques chiffres clés. C'est 12 millions de visiteurs cumulés depuis 2017, 1 million de demandes d'assistance cumulées aussi depuis 2017 et Cybermalveillance produit également des rapports sur l'état de la menace en partant des chiffres qu'ils ont depuis leurs visiteurs. Merci pour ce rappel, Benoît. Alors, on va revenir au Cybermois. Quels sont les messages clés qui sont portés ce mois-ci, cette année ? Eh bien, le Cybermois nous rappelle que chaque individu joue un rôle important et actif dans la cybersécurité et ça permet de prendre les enjeux et de faire en sorte que les cybercriminels ne prospèrent pas à la fois sur les faiblesses humaines, mais également sur les faiblesses de nos organisations. Et pour faire passer ces messages, le Cybermois s'articule autour d'une campagne intitulée « Fausse bonne idée ». Oui, ce sont des thèmes récurrents. On en a déjà parlé, il y a certains thèmes que sont la sauvegarde, les mots de passe, les mises à jour, mais on a également 3 thèmes qui sont entre guillemets nouveaux, ou en tout cas vus sous un nouvel angle, que sont les deepfakes, les réseaux sociaux et l'hameçonnage. Alors justement, on va se concentrer sur ces 3 thématiques avec vous. Est-ce que vous pourriez les illustrer par des exemples concrets ? Prenons peut-être pour débuter les deepfakes générés par IA. C'est une tendance qui s'installe selon vous ? Et oui, et d'ailleurs malheureusement, il y a 2 thématiques qui fusionnent, c'est à la fois les deepfakes et leur diffusion sur les réseaux sociaux. Alors, avant de continuer, on va peut-être partager à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, la définition du deepfake. Oui, en deepfake, en français, c'est donc de l'hypertrucage. On prend une image, une voix, une vidéo et on la détourne pour en faire quelque chose bien souvent de pornographique, parfois de comique, mais malheureusement c'est souvent utilisé à des fins illégales. Et d'ailleurs, la loi Sren dit que cet hypertrucage peut être puni de 75 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Pourquoi ce deepfake pose problème ? Eh bien, ces deepfakes sont des usages détournés. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, c'est un de mes collègues, Jake Moore, qui a utilisé la voix d'un de ses amis qui est propriétaire d'une agence immobilière et il a créé un deepfake audio de sa voix et il l'a envoyé à son agence immobilière en demandant de modifier le virement pour lequel il faisait le ménage et il a reçu à la place de la personne qui fait habituellement le ménage le virement. Le deuxième exemple, avec les Jeux Olympiques, on a eu une fausse série avec soi-disant Tom Cruise qui s'appelle Olympic Has Fallen et cette série de vidéos visait à montrer que les organisateurs des Jeux Olympiques étaient tous corrompus et que les Jeux n'allaient pas fonctionner. Et le troisième exemple, c'est malheureusement, grâce à l'IA, une application qui s'appelle « Je vends ma femme ». Donc, grâce à une simple photo, on va pouvoir réaliser soit des photos, soit des vidéos dénudées. Et c'est un phénomène qui, malheureusement, prend énormément d'ampleur, et notamment dans plusieurs pays, dont la Corée du Sud. Il y a eu des manifestations pour lutter à la fois contre la création, mais également la diffusion, notamment sur Telegram, de ces deepfakes. Tout ça est assez effrayant. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner un autre exemple pour illustrer le troisième conseil ? Est-ce qu'il y en a un que vous abordez régulièrement ici, c'est le hameçonnage. Pourquoi ça aussi c'est d'actualité ce mois-ci ? Alors c'est extrêmement d'actualité parce qu'il y a eu ces derniers mois énormément de fuites de données qui ont concerné des habitants de la France. Donc on peut citer Cultura, Truffaut, Grosbill, mais également l'assurance retraite, Meilleur Taux. Alors imaginez, sur Meilleur Taux, on avait votre nom, votre prénom, votre adresse, vos revenus. Donc là, on est capable malheureusement de créer un email d'hameçonnage qui va être
extrêmement bien fait. Plus on peut utiliser l'intelligence artificielle pour éviter les fautes et faire en sorte que ça soit malheureusement très joli. Et donc, on est malheureusement de plus en plus ciblé par ce type d'hameçonnage. Alors, Benoît, cette sensibilisation, elle ne s'appuie pas que non plus sur des actions en ligne. Et quels sont les temps forts, les autres temps forts, et comment est rythmé justement ce mois d'octobre? Tout au long du mois d'octobre, il y a des événements qui sont mis en place. Un planning est d'ailleurs disponible sur le site de cybermalveillance.gouv.fr. Et à partir de là, on va pouvoir se rendre dans des événements physiques avec des experts, des professionnels de la cybersécurité qui vont nous partager des conseils. Et vous me disiez que vous avez d'ailleurs participé à un événement à Bruxelles, c'est ça, sur le sujet? Oui, effectivement, parce que l'Europe prend en compte les enjeux de la cybersécurité et du numérique. Et on a été invité à parler de l'intelligence artificielle qui aide justement l'hameçonnage et l'ingénierie sociale, c'est-à-dire toutes les techniques qui visent à nous manipuler pour nous faire des actions contre notre gré. Vous avez aussi un autre exemple d'action de sensibilisation sur le terrain à destination des jeunes cette fois. Oui, exactement. Le 18 octobre, le vendredi 18 octobre, nous allons aller avec plus d'une cinquantaine de professionnels dans un collège parisien pour former et sensibiliser 500 élèves. Donc ça va être une matinée marathon, mais l'objectif c'est bien de pousser les éléments concrets pour pouvoir aider ces collégiens. Et on travaille dans ce cadre-là avec ISA France, l'association ISA France et jeuxsensibilise.com. On voit que l'écosystème cyber est impliqué dans tout ça. Qui peut aussi participer à cette sensibilisation? Eh bien tout le monde. Tout le monde, vous, moi, nous, on est tous concernés par le mois européen de la cybersécurité. Le plus important, c'est de repartager sur les réseaux sociaux les éléments et puis ensuite de se former. Alors justement, comment on se forme? Eh bien, ça sera peut-être d'ailleurs l'occasion d'une autre chronique, mais je vous recommande, pour être bref, le quiz cyberfamille de cybermalveillance.gouv.fr. Il y a à la fois un support pour apprendre et puis ensuite des questions. Et il y a des lots à gagner, donc je vous invite à vous rendre. Vous avez jusqu'au 31 octobre sur cybermalveillance.gouv.fr. Merveilleux. Et puis du coup, on attend votre prochaine chronique avec impatience, Benoît. Merci infiniment pour cette sensibilisation. Puis on va continuer à parler avec vous et avec notre invité justement de numérique, des enfants et des dangers d'Internet tout de suite dans la deuxième partie du talk. Toujours en plateau et avec notre invité, notamment David Julien Ramier, journaliste pour l'ADN et auteur de ce livre, l'Internet des enfants, dont on a parlé en première partie de talk. Alors vous nous l'avez dit, il y a aussi beaucoup de débats autour des effets néfastes des écrans sur le développement des enfants. De quel camp êtes-vous? Parce que c'est un peu le sujet du livre aussi. Et justement, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, vous avez un point de vue qui n'est pas toujours partagé par tous les chercheurs. Et donc, ça m'intéressait que vous en parliez. Alors, moi, j'estime que le débat qui porte la plupart du temps sur le temps d'écran, sur les restrictions qu'on doit apporter à tout prix aux enfants, il bouche un peu la vue de tout le monde. C'est-à-dire qu'on se retrouve la plupart du temps avec l'idée que le smartphone doit être absolument retiré, que les enfants doivent être éloignés le plus possible des écrans. Je suis pas vraiment de cet avis. Je pense que, à l'inverse, il faudrait au contraire vraiment les accompagner le plus possible parce que le numérique, les écrans, ils font partie de notre vie d'adulte, notre vie d'ado et de la vie de nos enfants. Donc en fait, on peut pas vraiment s'y soustraire. Alors il y a toujours moyen de moyenner, comme on peut dire, c'est-à-dire qu'il y a, on en parlait tout à l'heure, vous disiez que par exemple un de vos enfants avait un 9 touches par exemple pour aller à l'école, mais qu'il avait le droit à un smartphone à la maison. Chez moi, par exemple, j'ai accepté qu'un de mes enfants de 9 ans puisse jouer à Fortnite, alors que normalement il n'est pas censé jouer à cet âge-là, je tiens à le préciser, mais par contre il le fait dans le salon, sur des sessions courtes, et toujours avec le chat vocal ouvert pour qu'on puisse entendre ce qui se passe. Donc, il y a toujours une possibilité, je pense, en tant que parent, de s'intéresser à ce que fait ses enfants dans le domaine du numérique. Et c'est un peu le message que je porte dans le livre, c'est-à-dire que l'idée n'est pas seulement d'appliquer bêtement les règles vis-à-vis des écrans, les règles de restriction, elles sont là pour offrir un cadre. On peut jouer avec ce cadre tant qu'on est actif, qu'on est acteur nous-mêmes. Et moi, je peux partir même d'un souvenir qui m'est assez précieux, c'est que quand j'étais enfant, je regardais quand même assez souvent la télévision avec mon frère, et il y avait souvent mon père qui était là dans un coin de la pièce et qui regardait avec nous, et on discutait après des dessins animés, des films qu'on avait pu voir ensemble, et c'était un moment familial assez, qui a un très bon souvenir. Et moi j'essaye d'avoir justement cette même ambiance. Voilà, c'est ça, c'est l'idée de se dire t'as fait une bonne partie sur Fortnite, ou tiens, t'as vu une vidéo rigolote
rigolote sur YouTube, on se la partage. Et je trouve que voilà, il y a une façon de partager le numérique qui n'est pas forcément angoissante. Ni dans l'opposition, parce que certains parents pourraient vous dire le numérique à la maison, c'est compliqué. Mais après, je suis le premier à dire que c'est pas évident. J'ai mon grand qui est rentré au collège cette année. Donc non seulement on doit apprendre à appréhender le collège et c'est pas facile. Voilà, c'est pas facile, mais en plus de ça, il a eu son smartphone, donc il faut aussi apprendre à apprivoiser une forme d'autonomie numérique. Donc heureusement, il y a plein d'outils qui existent, hein, des contrôles parentaux, et ils sont là pour nous aider justement à maîtriser, à régler. Mais voilà, l'idée n'est pas forcément d'interdire strictement, mais justement d'avoir toujours un dialogue et de discuter de ce qui se passe en fait. Quel regard vous portez, Benoît, sur ce qui est dit par notre invité? Alors, en tant que promoteur et éditeur de solutions numériques qui sont effectivement notamment des contrôles parentaux, je partage complètement cet avis parce que aucun contrôle parental n'aura l'intelligence des parents. C'est un garde-fou, c'est nécessaire, mais effectivement, lorsque l'on partage avec ses enfants, notamment sur des vidéos qui sont vues, il y a énormément de vidéos de désinformation, complotistes, de fake news, et le fait d'amener l'enfant à nous en parler, finalement, va nous permettre de débunker ces fake news et de pouvoir partager avec lui et de lui ouvrir les yeux, si je puis dire, ou en tout cas d'avoir ce dialogue qui fait qu'on va avancer et pas laisser l'enfant tout seul dans son coin. Quelque part, c'est de l'éducation au numérique et par le numérique. Le fait est que, là, il y a quelques mois, a été annoncée une interdiction des portables dans les collèges par l'ancienne ministre Nicole Belloubet. Qu'est-ce que vous en pensez justement de cette interdiction des écrans, qui est d'ailleurs aussi préconisée par certains experts en disant au-delà jusqu'à un certain âge, il faut éviter les écrans. Alors, au sein du collège, je trouve que c'est une mesure qui n'est pas bête. Je pense juste que c'est un enfonçage de porte ouverte. Concrètement, de facto, il y a énormément de collèges qui ont déjà interdit l'usage du smartphone au sein de l'établissement. Moi, je sais que dans le collège de mon enfant, c'est déjà le cas. Il a le droit d'avoir un smartphone, mais il faut juste pas qu'il le sorte de son cartable. Faut se rappeler aussi qu'effectivement, on donne des smartphones aux enfants. Pourquoi ? Parce qu'on accompagne leur autonomisation. Donc, c'est un moyen de nous rassurer. Bon, certains parents l'utilisent aussi pour surveiller les déplacements. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cet usage-là personnellement. Mais vous en parlez, la géolocalisation, oui, effectivement, des 50% enfants. quasiment d'enfants sont géolocalisés. Et même, on avait fait un papier pour l'ADN quelque temps. Beaucoup de jeunes adultes continuent de garder cette géolocalisation active parce que c'est une forme de lien avec leurs parents. Donc il y a presque un lien affectif à se surveiller les uns les autres. Bon, peut-être que je suis de l'ancienne génération, moi j'ai ce côté un peu non, on respecte la vie privée. Mais ceci étant dit, voilà, le téléphone portable à la base on le donne. C'était comme moi on m'avait donné une carte téléphonique pour pouvoir téléphoner si j'avais un problème dans la rue. Il n'y a plus de cabine téléphonique, maintenant on a un smartphone. Mais évidemment c'est bien plus que ça. Moi je vois que les enfants, grâce à ça, ils alimentent et ils continuent de se sociabiliser en dehors du collège. Ils ont des conversations avec leurs amis, leurs copines. Il y a une vie sociale qui est extrêmement foisonnante grâce à cet outil. Et je pense qu'on ne peut pas vraiment leur supprimer maintenant. En fait, ce serait vraiment faire un espèce d'énorme retour en arrière. Et les enfants eux-mêmes ne l'accepteraient pas. Et ils ont plein de moyens de contourner certaines règles. Donc, interdire au sein de l'établissement, oui. Ça me paraît pas déconnant. Maintenant, voilà, ils ont un smartphone, ils vont le garder et pourra pas leur enlever, quoi. Bon, écoutez, merci infiniment pour tous ces points de vue, pour ces échanges. On pourrait faire 10 émissions sur le sujet. Je pense que tous les parents sont concernés et toutes les familles aussi. Merci infiniment, en tout cas, d'être venu parmi nous aujourd'hui, David Junior-Ami. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'ADN et auteur de ce livre, L'Internet des enfants. Merci beaucoup. Merci aussi à notre chroniqueur, Benoît Grunewald, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis, vous le savez, on se retrouve comme tous les jours, dès demain et toujours à 12h30 sur School TV. Bonne journée.